Je suis ravi de vous parler de cet outil, cette technique, cette méthode, si on veut, que j'affectionne tout particulièrement, et qui est un véritable plus pour, la conception de produits, d'applications, de sites web et on va en parler plus en détail. Donc qu'est-ce que c'est que ce truc? Peut-être que certains d'entre vous connaissent déjà, de nom ou pour avoir participé à des ateliers, donc dans ce cas-là, je ne leur dévoilerai pas grand-chose. Donc il faut savoir avant toute chose, ou en culture générale, que c'est a été avancé par Monsieur Patton, pas celui-ci, mais celui-ci, Jeff Patton, qui a d'ailleurs écrit un excellent livre sur le sujet que je ne saurais trop vous recommander, dans sa langue originale, bien entendu, pour ne pas perdre toute la richesse du propos. Donc effectivement, une méthode de conception et d'organisation pour la réalisation d'un projet, qui est en synthèse un excellent outil pour plusieurs choses. Analyser un besoin, un projet existant, comprendre les besoins des utilisateurs, les parcours utilisateurs, partager. J'insisterai beaucoup sur cette notion de partage, partage de la compréhension, partage des idées et des données avec l'ensemble des parties prenantes et collaborateurs d'un projet. Débattre, là aussi, je prendrai un petit temps pour vous parler de mon retour d'expérience sur l'utilisation de la méthode. C'est une méthode très introspective qui permet donc d'avoir des échanges très riches avec les équipes ou vos éventuels clients lorsque vous appliquez la méthode lors de séances de brainstorming. Concevoir une application, je le disais, un site, un service digital ou pas d'ailleurs, on pourrait tordre la méthode pour l'appliquer à d'autres types de services. Fédérer les équipes, les parties prenantes, des gens du marketing, de la tech, des UX designers, différents profils sur un projet. Organiser les choses et les prioriser. C'est une autre des grandes vertus de cet outil. Anticiper le changement, anticiper les évolutions, les différentes versions d'un livrable, évoluer vers de nouveaux besoins, puisque effectivement, c'est pas un outil qui est figé dans le temps, même si souvent on réalise cet exercice à un moment précis du projet. C'est un outil qui a vocation à vivre longtemps durant toute la vie d'un projet. En résumé, le story mapping, c'est quoi? C'est une technique simple pour obtenir, partager et garder une vision d'ensemble du projet. J'ai choisi d'illustrer avec un concept, une des allégories qui est faite par l'auteur du bouquin et qui explique assez bien en fait la raison de ce type d'exercice. C'est une image qui est tirée d'un bouquin qui s'appelle cakework.com et d'un site que vous avez peut-être déjà vu, qui explique comment, dans la communication, dans la transmission d'une information, l'interprétation et le partage de connaissances peut être parfois la source d'un échec. Donc, en l'occurrence, effectivement, on a probablement là quelqu'un qui a eu au téléphone un pâtissier en lui disant « je voudrais un gâteau d'anniversaire avec écrit bon anniversaire » et l'image est sur la clé USB. Et le pâtissier qui a écrit littéralement cette phrase-là sur le gâteau. Il y a une autre allégorie qui est utilisée par l'auteur, qui est l'allégorie de la photo de vacances, et qui est assez parlante. Si je vous montre une photo de vacances, eh bien, pour vous, elle évoque pas grand-chose. Peut-être un paysage, éventuellement, peut-être quelqu'un sur une plage. Mais pour moi, lorsque je la regarde, elle me raconte plein d'histoires, cette photo de vacances. Elle me raconte que j'avais peut-être galéré pendant 2 heures avec mes enfants pour arriver sur la plage, qu'il faisait très très chaud, que le petit dernier s'est fait piquer par une guêpe, voilà, que l'eau était très bonne. Et en fait, tout ça, ça ne passe pas dans le document. Et lorsqu'on fait des spécifications sur un projet, lorsqu'on écrit des backlogs, lorsqu'on partage des informations avec une équipe, parfois, on n'a pas tous la même conception et la même vision, malgré tout le partage d'informations qu'on peut faire. Le story mapping, en fait, a cette vertu-là, à condition d'être réalisé, bien entendu, et partagé avec les différents interlocuteurs, d'avoir cette vision d'ensemble d'un fil narratif et d'une histoire complète que raconte notre produit. Son autre bénéfice et la raison pour laquelle il est si efficace, c'est que l'agilité, que vous pratiquez peut-être déjà tous beaucoup, nous a amené plein de merveilleuses choses pour réussir à découper en tout petits morceaux des projets complexes. Ça nous permet de livrer très rapidement et de voir grandir notre projet, mais ça a un écueil, c'est que souvent ça nous fait perdre la big picture,
la vision d'ensemble de notre projet et finalement à écrire des histoires. On oublie d'en raconter une grande et de perdre cette vision d'ensemble qui est essentielle pour une perception extérieure et pour le parcours de notre utilisateur. Et le bénéfice de cette méthode, effectivement, c'est de garder cette vision d'ensemble tout au long de la vie du projet, même une fois qu'on a réalisé la première version, et puis de le partager avec d'autres. Comment ça marche? Alors, voici un petit schéma tiré du bouquin qui explique très très simplement comment ça se structure. Donc un story mapping, c'est un exercice, un atelier qui se fait à plusieurs. Il y a une sorte de trio magique en fait à partir duquel on le fait, avec souvent un product owner, un UX designer et éventuellement quelqu'un de la tech. Alors ça va dépendre de la configuration. Si vous le faites avec des clients pour la création d'une application, ce que je recommande lorsque vous êtes un prestataire de conception, de développement logiciel, création d'applications web, je conseille de le faire avec toutes les personnes du métier. Si vous êtes une start-up, de le faire avec toute l'équipe, un UX designer, le lead développeur, le CTO ou un développeur, et même, si possible, avec un utilisateur. Donc cet exercice, en fait, on va d'abord définir, comme dans bien des méthodes, des personas ou des proto-personas qui vont avoir pour but de nous mettre dans la peau de l'utilisateur. On va découper ensuite notre projet en grand ensemble d'activités. Ça va être la première ligne de notre story mapping. On va ensuite découper ces grandes activités en plus petites activités et ces deux premières lignes que vous voyez comme étant identifiées comme backbone ou narrative flow va être effectivement l'épine dorsale ou la colonne vertébrale de notre story mapping et va être la structure qu'on va dérouler horizontalement. Et puis on va trouver verticalement, en dessous de chaque activité, des user stories, finalement, des tâches que doit réaliser l'utilisateur, réussir l'utilisateur avec succès. C'est une fois qu'on a listé toutes ces tâches, il y a un deuxième travail qui va être à faire, ça va être de les organiser, de les prioriser en différentes versions ou la manière dont moi personnellement j'utilise et d'autres l'utilisent d'ailleurs, c'est pas propre à moi, bien entendu, c'est de réaliser ce qu'on appelle un MOSCO, c'est-à-dire de découvrir ces différentes lignes, de découper ces différentes lignes en must, should, could et won't. Donc de définir en fait quel va être le must, notre première ligne, ce qu'on doit réaliser dans la première release. Donc on fait tout ça avec du matériel, je listerai tout à l'heure hein, le matériel qu'il faut. Et l'idée, c'est que chacun puisse participer en se mettant dans la peau d'un des utilisateurs et de dire, bien effectivement, un peu comme on réaliserait un backlog, hein, moi en tant que tel utilisateur, dans cette activité-là, voilà ce que je veux pouvoir faire. Et l'idée de l'exercice, c'est de ne pas se donner de limite. C'est-à-dire, c'est ce que je peux vouloir faire là tout de suite, ce que je sais être faisable, et puis ce que je veux vouloir faire, ma vision idéalisée de l'application de l'outil. Et c'est là que ça devient intéressant, puisque justement, une fois que vous avez toutes ces notes, vous allez pouvoir prioriser cette version idéalisée, et vous aurez d'ores et déjà, effectivement, une vision de votre V2, V3, V4 de l'outil en fonction de l'évolution de la techno et des besoins utilisateurs. Et comme je l'indiquais, ce document, cette réalisation, ce story mapping, il a vocation à rester. Alors c'est souvent la difficulté, puisque souvent on a mis des post-it partout, puis il faut les enlever. Mais il existe des moyens de les restituer durablement sur un support numérique. Une fois que vous avez livré votre première ligne, votre première release, votre must, bien quelques mois, quelques années peut-être après, lorsque vous allez reprendre votre projet, votre produit, votre solution pour la faire évoluer, eh bien, deux possibilités. Vous remontez directement ce qui était sur la deuxième ligne pour la release suivante, et ou vous y ajoutez, au fruit de votre retour d'expérience, toutes les histoires utilisateurs qui sont venus du terrain, donc de la contribution, les gens qui sont dans le back-office, dans l'administration, des parties prenantes et des utilisateurs, bien entendu. Ça s'adresse à qui et ça sert à quoi? Alors, ça sert à définir son MVP. C'est un excellent outil pour définir un produit minimum viable ou une solution minimum viable. Définir effectivement ce que je dois faire au minimum pour que ça marche.
On manque de temps pour creuser cet aspect-là, hein, sur ce qu'on appelle exactement un MVP, mais bien souvent, on va l'utiliser pour définir un MVP qui a une valeur, qui a une valeur business, finalement générer un minimum un revenu. Mais ça peut servir aussi à définir une preuve de concept. Donc on l'utilise beaucoup pour ce besoin-là, mais pas que, puisque c'est un excellent outil pour concevoir ou refondre une application ou un site web qui va avoir des parcours complexes. Bien entendu, ce serait très dispendieux de faire ça pour un site vitrine, mais à partir du moment où on a plusieurs profils utilisateurs, des parcours un peu complexes, c'est un excellent outil. Également pour travailler de manière introspective et en brainstorming avec les personnes les utilisateurs ou contributeurs de ce site ou de cette application, pour bien identifier justement les vrais besoins, les vraies attentes et finalement ne pas concevoir trop. Ça peut être aussi utilisé de manière micro pour améliorer un module. Je vais juste couper un petit truc parce que j'ai des notifications qui tombent de Slack qui vont nous embêter. Hop, on va les couper tout de suite. Voilà. Améliorer un module, une fonctionnalité. Je reviens juste un peu en arrière. Donc effectivement, on n'est pas obligé de travailler sur tout un projet. On peut dire, tiens, je vais refondre aujourd'hui la partie espace personnel de mon application. Je veux créer juste une nouvelle brique dans mon application. Eh bien, on peut tout à fait utiliser cette technique-là de manière plus micro. Sur un bout de parcours, ça se fait très fréquemment. Bien entendu, ça sert aussi à faire évoluer les évolutions, d'ailleurs, pardon pour la coquille, à gérer les évolutions, à faire évoluer son produit ou service en partant de quelque chose d'existant. Il y a un exercice qui est très intéressant. Souvent, on fait le story mapping pour faire quelque chose de nouveau, mais il y a un exercice qui est très intéressant, c'est de story mapper l'existant, c'est-à-dire de prendre son produit tel qu'il est et de le retranscrire sous forme de story mapping. Et puis, ça peut servir à plein de choses. Comme je disais, si on est imaginatif, on pourrait très bien appliquer le story mapping à d'autres besoins. D'ailleurs, quand on explique souvent le story mapping en formation, pour faire comprendre le mode de fonctionnement, on utilise la vie courante pour expliquer comment appliquer le story mapping à la vie courante, et c'est souvent très, très parlant. C'est bon pour qui? C'est bon pour les startups, les équipes projets, le business, les product owners, les chefs de projet, les UX designers, les développeurs. C'est bon pour toute l'équipe, c'est bon pour le moral. Ceci, je vous la laisse, c'est cadeau. Mais c'est une demi-blague puisqu'effectivement, comme je vous disais tout à l'heure, j'en profite pour faire un petit retour d'expérience sur l'utilisation de cet outil. Au-delà du fait que ça apprend plein de choses sur son produit, sur ses utilisateurs, ça permet d'une part, en tant que consultant externe ou intervenant externe ou product owner externe à des équipes, d'apprendre beaucoup du fonctionnement des processus internes et des personnalités des gens avec qui on travaille. Et puis, ça permet de régler souvent des problèmes. C'est-à-dire que pendant que tout le monde discute autour de ce story mapping, il se règle des problématiques qui vont parfois bien au-delà de la solution ou du produit lui-même. Et bien souvent même, c'est pendant cet exercice-là qu'on va faire le choix, du fait des discussions, de ne pas faire des choses qui auraient pu être très coûteuses finalement et complètement inutiles ou qui auraient été surdimensionnées. Toute la vertu de l'exercice, elle est vraiment dans la dialectique qu'il y a autour des post-it. Quels bénéfices? Il y en a plein, je les ai déjà évoqués pas mal. Construire mieux et moins, ne jamais perdre le fil de son histoire, de toujours garder en tête la vision globale du projet, c'est ce que je vous disais, le bénéfice principal. Être plus proche des attentes utilisateurs, puisque, je l'ai expliqué, on part du ou des personas pour se projeter dans le story mapping. Très important, quand on parle de ce persona, il y a des personas qui ne sont parfois pas des personnes. Dans les personas, il peut y avoir une persona qu'on appelle le système, qui peut être un traitement automatisé, finalement une tâche qui est faite par un ordinateur, un serveur. Voilà, c'est pas forcément des vraies personnes, même si dans 99% des cas, ce sont des vraies personnes. Et puis, ce sont pas forcément des utilisateurs finaux, ou des clients, ça peut être un utilisateur type back-office, un contributeur. Donc, ça permet aussi d'imaginer, bien entendu, ce qui se passe derrière une application. Ça permet, comme je l'évoquais, d'appréhender le changement.
Et puis, ça a une autre vertu pour les personnes qui doivent rendre compte, c'est que l'autre problématique des méthodes agiles, c'est que si vous avez connu les autres méthodes de gestion de projet, plus des méthodes en cascade. On avait au début enfin, j'ai eu la chance de connaître ça, hein, quand j'ai démarré. On faisait de magnifiques Gantt. On avait des méthodes de gestion de projet avec beaucoup de modélisation. On avait beaucoup de documentation et en général, les parties prenantes, les décideurs aimaient bien qu'on leur restitue des beaux plannings Gantt. Quand on est passé à l'agilité, finalement, la transition a été très difficile. Le temps de faire comprendre que finalement un planning pouvait être très changeant en fonction du retour d'expérience et des itérations. Et on a perdu justement cette vision d'ensemble. Et d'expérience, hein, je peux vous confirmer que quand on utilise cet outil pour partager une vision d'un projet avec des parties prenantes donc financières, hein, des décideurs, des business owners s'ils n'ont pas participé à l'exercice, c'est un vrai outil d'échange et qui permet de satisfaire ce besoin. Et en plus, ce n'est pas un outil tech. Je ne l'ai pas précisé, mais les histoires utilisateurs qu'on rédige sont des histoires utilisateurs qui sont faites en français, exprimées en français, souvent par des phrases très simples avec des verbes d'action. Donc, ça parle à tout le monde. C'est un outil très facile finalement à partager. Donc, une vraie vertu de ce côté-là. Est-ce que c'est compliqué? Eh bien, je vous l'ai dit, non. Pour réaliser un user story mapping, alors il faut bien connaître la méthode. Il y a plein d'astuces autour de cette méthode-là pour en comprendre et en tirer tous les bénéfices. Il faut bien connaître ses utilisateurs, c'est essentiel. Donc le travail de persona est très important. C'est même un excellent outil en complémentarité des outils de design thinking habituels. Ça fonctionne très bien après des phases exploratoires ou en double ou triple diamant pour ceux qui maîtrisent le design thinking. Il faut des post-it, il en faut plein et différentes couleurs. Des feutres et puis des petites pastilles de couleurs qui vont nous servir à identifier peut-être des personas différents ou des rôles différents. Un grand mur, voire plusieurs. Il y a des story mapping qui prennent plusieurs murs. Je vais vous raconter une petite anecdote. Vous connaissez peut-être la solution Jira, qui est une solution de gestion de projet. La société Atlassian, qui est éditrice du logiciel Jira, et plein d'autres logiciels d'ailleurs, a fait appel à Jeff Patton pour un audit. Et Jeff Patton a eu la surprise, en arrivant dans les locaux d'Atlassian, de découvrir que les murs étaient recouverts de story mapping. Et pour lui, en fait, il s'est dit, je vais arriver dans une boîte dont le boulot, c'est de gérer des tableaux, des Kanban dématérialisés, de faire des super logiciels de gestion de projet. Pourquoi donc ils auraient besoin de mon outil? Et en fait, ils lui ont expliqué que les outils qu'il développait étaient très pratiques en mode opérationnel, donc en vrai mode agile classique, de gérer des Kanban au quotidien pour des phases itératives, c'était super pratique, mais que le story mapping qu'ils avaient sur les murs leur permettait justement de garder en permanence la vision globale de leur projet et que ils avaient là un outil qu'ils n'avaient pas réussi à craquer, on va dire, avec une application. Ce qui démontrait bien la pertinence de la méthode créée par Jeff Patton. Du ruban adhésif, un adhésif sans S d'ailleurs, autant pour moi pour la faute, qui va nous permettre de délimiter les lignes. Vous avez un exemple, une belle ligne bleue qui délimite une version sur cette photo, cette magnifique photo. Et puis voilà, du temps. Alors, c'est un atelier qui prend du temps. Pour ma part, lorsque je fais un atelier de story mapping, souvent, alors il faut une journée à une journée et demie minimum de travail ensemble pour réussir à livrer un story mapping. Alors, tout ça va dépendre de la complexité des parcours. Récemment, j'ai travaillé sur un projet un peu complexe où il y avait plusieurs univers, on va dire, plusieurs métiers. On a fait trois sessions de story mapping de quasiment 2 jours à chaque fois. C'était plutôt intense. Tout ça n'a pas donné lieu à un seul story mapping d'ailleurs, mais à plusieurs. Mais effectivement, le temps qu'on a pris
m'a permis, moi, qui ne connaissais pas du tout le fonctionnement de l'organisation pour laquelle j'intervenais, de bien comprendre l'organisation. Et pour les personnes qui ont travaillé sur le sujet avec moi, eh bien, ça leur a vraiment permis de redécouvrir et de se remettre en question sur leur mode de fonctionnement. Et ça a apporté, en dehors du projet lui-même, comme je vous le disais, hein, c'est vraiment pas du storytelling, plein de choses et de remise en question sur leur organisation. Il faut des gens et ça se fait pas tout seul. Je déconseille de faire cet exercice tout seul ou avec juste une seule personne. Alors, si vous êtes une équipe de deux, bien entendu, vous n'avez pas le choix, hein. Mais si vous avez la possibilité de faire contribuer un maximum de personnes, quitte à ce qu'ils contribuent ou elles contribuent à une toute petite partie, faites-le. Puisque plus il y a de monde, c'est un peu le principe, hein, de l'agilité aussi. Plus vous avez de personnes qui participent à vos revues, à vos démos et à vos revues de sprint, plus vous avez un retour d'expérience important et vous avez une vision différente. Et c'est encore plus vrai pour le story mapping. En tout cas, c'est aussi vrai pour le story mapping. Et puis du café ou du thé, bien entendu, pour rester bien éveillé pendant cet exercice. Donc, il y a effectivement, pour ceux à qui cette première et rapide présentation aurait mis à la bouche, une petite formation sur le sujet, dont Anthony vous parlera. Je vais lui repasser la main après avoir répondu à vos questions, bien entendu, qui j'espère seront nombreuses. Après cette formation sur story mapping, vous serez plus belle, plus beau, plus en forme, plus fort, plus riche. Non, blague à part. Les objectifs du story mapping et d'une transmission sur le story mapping, c'est vraiment d'abord de vous permettre de comprendre l'intérêt de l'outil et savoir quand l'utiliser. J'ai un peu martelé certaines choses pendant cette rapide présentation puisque finalement un webinaire d'1 heure, ça passe très vite et puis l'idée est d'échanger derrière sur les questions que vous pouvez avoir et de répondre concrètement à vos attentes. Mais effectivement, de voilà, bien comprendre et savoir quand je peux utiliser cet outil, maîtriser la technique et être en capacité d'animer soi-même un atelier en étant à l'aise avec les concepts, les méthodes et de pouvoir guider les personnes qui vont intervenir et pouvoir coordonner puisque le pendant de cet exercice, comme il est très contributif et très introspectif, c'est que ça peut vite partir dans tous les sens. Donc, il est nécessaire de savoir recadrer parfois pour remettre dans le droit chemin de l'histoire, tout en laissant parfois digresser, justement, parce que c'est dans la digression que peuvent se cacher des idées intéressantes. L'objectif, c'est effectivement de savoir établir une feuille de route claire de son projet, de sa solution, et de pouvoir repartir avec. Un autre exemple d'utilisation que j'ai pas évoqué là, si vous avez besoin d'établir un cahier des charges en vue d'estimer le coût de votre projet, si vous faites de la MOA et que vous avez besoin de rédiger un cahier des charges, c'est un exercice préalable extrêmement pratique pour déterminer le périmètre fonctionnel, puis définir un cahier des charges. Voilà. Et puis, l'idée de cette formation, de ce partage d'expérience, c'est vraiment d'avoir 50% d'apport théorique à base d'illustrations de cas concrets et 50% de mise en pratique à partir d'un projet, d'un bout de projet ou de celui d'un ami si vous-même vous n'avez pas de projet sur lequel travailler. Voilà, je suis arrivé au bout de cette très rapide présentation. J'espère avoir été compréhensible, intelligible et ne pas être allé trop vite.